au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans Esprit Montagne. On vous offre un bol d'air avec les rois des pistes et de toutes les glisses en montagne avec Monsieur Ski, Snow et tout ce qui glisse ou qui dévale les pentes. Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono. Bonsoir. Bonsoir Lucille, Ça bonsoir va à toutes, bonsoir à tous. Ça va très bien. De retour. En pleine forme, de retour. Voilà. Bon. Eh ben, on va avoir des petits échos justement de ton déplacement à Munich pour aller voir ce qui s'est passé du côté des innovations. Sur le matériel outdoor. Les vacances de février, elles viennent de débuter pour les premiers chanceux. Les mondiaux battent leur plein à Auray. Pour rebondir sur ces deux événements, deux invités sur un plateau d'argent. L'argent, il l'a accroché autour du cou il y a 53 ans tout juste. Ça se voit pas du tout, je vous rassure. C'était au Chili, sur ces légendaires mondiaux de Portillo qui ont annoncé la couleur des JO de Grenoble. Georges Mauduit, bonsoir. Bonsoir Lucille, bonsoir tout le monde. On est très heureux de vous accueillir ici. Tout va bien ? Impeccable, bon, on vous en pleine prive, forme, comme voilà. un jeune homme. Oui, c'est ce qu'on voit. Alors, on vous prive d'une journée de ski. Merci encore d'être ici sur ce plateau. Vous nous rejoignez depuis Méribel. Et à vos côtés, Éric Gravier, bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors, un pull rouge. Oui. Et vous êtes le directeur technique du syndicat des moniteurs. On va tout savoir avec vous, messieurs, sur l'évolution des pratiques, qu'elles soient de haut niveau ou sur les pistes vertes et noires. D'abord, on va aller tout de suite sur ces pistes noires XXL avec des champions XXL. Et le plus XXL, c'est un peintu au sommet de son art, Laurent. Eh oui, peinture or. C'est Ouais. Cocorico. Cocorico, d'ailleurs on a le dress code, on est en bleu, blanc, rouge. Ah, Marseille, ouais. oui. Voilà. Bien On a entendu la première Marseillaise aux Mondiaux d'Auray avec Alexis Pinturo, qui est champion du monde de combiné alpin. C'est mérité. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise, mais une nouvelle fois, il fallait être au rendez-vous. Ça n'a pas été si simple que ça. Il s'est un petit peu blessé à la descente. Il a réalisé un super slalom et voilà, il est cette année... j'allais dire en pleine sérénité, il monte en puissance et là il sera, je pense, soulagé pour le géant et le slalom. Donc ça, c'est une série en cours, j'espère. Alors il a une histoire quand même ce titre. C'était 37 ans après Michel Vion. Oui. Alors c'était pas le même format à l'époque. Il fallait calculer avec des points, des minutes. On avait mis du temps avant de savoir si Michel Vion était champion du monde à Schladming en 82. Là on l'a su tout de suite. Mais voilà, c'est quand même une belle trajectoire et je pense que Michel a dû être content de voir que c'était Alexis qui lui succédait au palmarès. Absolument, parce que c'est un super champion, décidément, Alexis. C'est un sacré champion. Voilà, c'est vraiment c'est quelqu'un qui s'est construit. Ça n'a pas été toujours très simple. Il a fait beaucoup de places d'honneur. Il a fait des podiums et là, il accède au Graal. Il est champion du monde. Donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est pas un aboutissement. Je pense que à 28 ans, c'est le début de quelque chose qui peut être encore plus grand. Et je pense pas que ce soit Georges qui puisse nous contredire. C'est sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, moi je suis plein d'admiration pour ce jeune homme. Il a travaillé comme un malade pour tout mettre de son côté pour réussir. Là, sa première marche est fantastique. Quand on est devant son écran et qu'on entend la Marseillaise, ça donne des frissons. Voir monter les couleurs françaises au plus haut des mâts, c'est extraordinaire. Ça vous rappelle des souvenirs. Oui. Beaucoup de souvenirs. Mais ce que je suis comme Laurent, je dis que ça, c'est vraiment la première marche, parce que le talent qu'il a, le sérieux qu'il a, je pense qu'il peut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il aura dans les années à venir un rôle de premier plan à jouer. Il en a la capacité, même si par moment il dit « Ah oui, mais la descente, je ne suis pas assez gros ». Je serais plus disert là-dessus. Je pense que il a un sacré physique. Oui. Il a une physique extraordinaire. Et puis la descente, il faudra peut-être aussi à un moment donné se pencher plus sur le pilotage que sur la vitesse. Donc, mais dans la technique alors, le petit détail. Oui, disons que la descente, c'est une épreuve fantastique, mais il ne faut pas oublier le pilotage au passage. Et le pilotage, ça veut dire prendre des belles courbes, qu'elles soient vite ou longues, ou rapides, ou lentes, je veux dire. Mais autrement,
super, bravo. Et je tire mon chapeau parce que c'est du très beau travail. Et puis j'irai encore plus loin, c'est que dans ce qui nous attend, la France, dans 4 ans, c'est fantastique d'avoir un champion du monde maintenant. Et Eric, justement, les ESF et les pulls rouges sont vraiment derrière les équipes de France. Vous êtes le principal partenaire de la Fédération française de ski. Qu'est-ce que ça fait de voir Alexis Pinturault sur la plus haute marche quand on est moniteur ? Ça fait plaisir à tout le monde que les Français gagnent dans le monde du ski, puisque quand on s'assied autour de la table avec nos partenaires pour notamment les reconnaissances de diplômes au niveau européen, l'Autriche, la Suisse, pas la Suisse puisqu'elle n'est pas dans l'Europe, mais enfin il y a quand même des accords avec l'Italie, l'Autriche et puis d'autres pays qui n'ont pas de montagne. Quand on parle de ski et qu'on a des champions qui gagnent, ça aide et ça appuie le discours. Donc ça c'est très important. Et puis on est fiers d'accompagner bien sûr les champions, qu'ils soient tout jeunes dans les clubs de la Fédération française de ski jusqu'au plus haut niveau. Et c'est vrai, je rejoins Georges. Alexis est dans la force de l'âge, il n'a que 27 ans entre guillemets, et donc il a encore pas mal d'années devant lui, je pense. Un petit commentaire technique, je m'adresse aux slalomeurs, puisque tu as gagné le challenge des moniteurs en 2000 et tu as fait quelques coupes d'Europe en slalom. Qu'est-ce qui a changé chez Alexis cette saison en slalom ? Parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui, on sent des règles. Bon, après, c'est des réglages. Ça se joue à pas beaucoup de choses. Des réglages de matériel, certainement. Et puis après, la confiance, tout simplement. C'est-à-dire avec quelques bons résultats qu'il a eu au début de saison, des bonnes manches. Certainement déjà cet été avec l'équipe que l'on a, Clément Noël, Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux, qui sont quand même une sacrée équipe en slalom. Une saine émulation. Donc l'émulation a fait aussi que ça pousse tout le monde. Et puis je pense qu'il a trouvé des réglages qui lui conviennent peut-être mieux que ce qu'il avait jusque-là. Et ça fait toute la différence derrière. Alors le bonheur, c'est qu'Alexis n'est pas tout seul. C'est que Johan Claret avait lancé, j'allais dire, la série pour les Bleus en décrochant une médaille d'argent en Super G. Alors pour le coup, c'est un vétéran. Le vieux, on l'appelle tonton, c'est dans l'équipe. Voilà. Mais le vieux, il est toujours là, il n'a rien lâché et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un groupe qui a connu quand même pas mal de bleus, de bleus à l'âme. Et voilà, cette médaille, il l'a partagée aussi avec David Poisson. Et franchement, c'est vraiment la médaille du cœur et ça fait vraiment plaisir de voir que Yo Claret est vice-champion du monde de Super G. Et qui n'a jamais été aussi jeune et aussi frais. Du coup. Il est reparti au moins pour 2 saisons, je pense, donc voilà, c'est fantastique. C'est ça, on le retrouvera à Méribel, d'ailleurs, dans 4 ans. Peut-être. Exactement. On espère. On passe au freestyle avec celui qui ne se prend pas au sérieux, mais qui remporte toujours aussi sérieusement des médailles. Oui. C'est Kevin Rolland. Et oui, les champions du monde de ski freestyle et de snowboard sont achevés aux États-Unis. Kevin Rolland, 29 ans, qui était cabossé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, est revenu au premier plan à 29 ans en décrochant cette superbe médaille d'argent. Il est toujours là. Donc là aussi, c'est vraiment un exemple de ténacité. Il faut savoir qu'il monte à près de 5 mètres au-dessus du coping. On est à 12 mètres au total. C'est vraiment, et ça se joue au centimètre. Donc c'est fantastique. C'est une médaille. Donc il y a 6 médailles pour les Français, dont 3 titres. Il y a Tess Le 2 en big air. Il y a François Place en ski cross. Et il y a Perrine Lafont, championne olympique, qui a confirmé en étant championne du monde en parallèle. Et puis il y a Alizé Baron qui a aussi complété la moisson en étant en bronze en ski cross. Donc c'est une belle petite moisson, même si les snowboarders sont un petit peu passés à côté, pour une fois. Ça vous impressionne encore, Georges Mauduit, ça, le freestyle on n'avait pas tout ça à l'époque. Il y avait du saut à ski, mais tout ça, non. Non, ça c'est assez exceptionnel parce qu'on peut apparenter ça aussi au tremplin à la piscine. Et je crois que cette faculté qu'ils ont de la perception de leur corps dans l'air pour être au time, exactement au bon timing, pour bien retomber. Puis après, il y a le phénomène qu'il n'y a pas dans l'eau, il y a le phénomène de la glisse. Cet équilibre en glisse et chapeau. Puis bon, après, il y en a qui prennent des sacrées pêtes. Ils se relèvent. Chapeau, oui, ils sont toujours là. Alors, un peu plus classique, encore que c'est sur le style, alors skating, non pas alternatif, mais skating. On lui a peut-être porté chance à Robin Duvillard il y a quelques jours. Il a remporté la Transju. Et oui, là, on était au cœur du Nordique, dans le Jura, pour cette superbe épreuve, 67 km. Et il gagne la Transjurassienne pour la 2e fois.
On dit que c'est la plus belle des courses. Nous, on est chauvins ici. Et il y a On la dit que foulée c'est blanche foulée aussi. Il y a Voilà. aussi le marathon de Bessan qui est pas mal. Donc il y en a pas mal. Non, c'est une belle épreuve. Il y avait en plus la ministre des Sports qui dimanche est venue faire un petit tour en faisant 6 km de ski de fond pour promouvoir le sport au féminin. Le lendemain, elle était après Manon pour aller rencontrer les professionnels du Centre national. D'ailleurs, Éric Gravier y était. Donc voilà, c'est bien que la ministre ait passé 2 jours en montagne et dans le Jura. Et puis c'est bien qu'elle vienne aussi voir comment on cocoricote dans nos massifs, parce qu'on en a des titres assez vrais. Petit scoop, elle sera à Auray pour les 2 géants, dames et hommes. Voilà. Roxana Maracineanu, du coup, la nageuse, on le rappelle, pour aller soutenir nos champions. Allez, le focus de la semaine, vous allez le voir, c'est la saison. Car cette saison de ski, elle s'est ouverte sur les pistes de nos stations. Ça y est, les premiers vacanciers sont arrivés. Alors, dans des conditions, on peut dire, elles sont plutôt idéales, les conditions cette année. Elles sont parfaites. On a eu la neige juste quelques jours avant le démarrage des vacances. Et là, on a de la neige sur tous les massifs, toutes les stations, même les toutes petites qui habituellement n'ouvraient peut-être pas régulièrement. Là, tout le monde a ouvert les pistes. Et c'est de bon augure pour tout le monde de faire attirer des nouvelles populations à la neige, quelle que soit la pratique d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représente pour les ESF, ces vacances de février? C'est le pic d'activité, tout le monde est sur le pont? Là, tout le monde est sur le pont. Tous les moniteurs travaillent bien évidemment sur les 4 semaines. Bon, un peu plus chargés sur les semaines où les étrangers sont également en vacances. Mais oui, c'est le pic d'activité pendant 4 semaines et donc on espère du beau temps puisque là, la neige est là maintenant. Ce qu'il faut, c'est que pour les vacanciers, il y ait du beau temps qui se fasse plaisir et qui profitent au maximum de nos stations. De toutes les glisses en plus, parce que là, pour le coup, les conditions, elles sont idéales pour tout le monde. Exactement. Donc, quelle que soit la pratique, c'est ce que je disais, que ce soit de la luge, du ski nordique, de la raquette, du ski alpin. Voilà, on est tous prêts à les accueillir et ça a démarré de bonne manière. Alors, vous, Georges Mauduit, vous êtes un ancien athlète, mais vous êtes aussi un skieur. Vous skiez toujours et plus que jamais d'ailleurs sur les pistes. C'est resté ma très, très, très grande passion. Voilà. Il choisit ses journées. Oui, également. C'est sûr qu'on ne me fera pas sortir par tempête. Ah, vous êtes prudent aussi. Oui, il vaut mieux parce que je l'ai payé au prix fort, je sais ce que c'est. Ah, alors ça, on va en parler justement, puisque donc l'évolution des pratiques, c'est une pratique de plus en plus sécurisée. Plus on apprend de toute façon des erreurs. C'est vrai que malheureusement, les accidents et l'étude aussi de l'accidentologie sur les pistes nous permet aussi d'avancer et de renforcer la sécurité, quitte à renforcer aussi peut-être les règles et les normes. Est-ce qu'aujourd'hui, on évolue vers... on va dire le casque obligatoire, on va regarder ça de suite avec un reportage, mais est-ce qu'on évolue justement vers plus d'encadrement au niveau des règles de sécurité ? Alors, au niveau du casque, ce n'est pas une obligation, mais on voit que de coutume, c'est comme pour faire du vélo. Maintenant, plus personne fait du vélo sans casque, même si ça n'est pas obligatoire. Pour le ski, c'est pareil. Nous, les enfants, c'est fortement conseillé dès qu'ils viennent dans les cours, dans les ESF. Alors, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais la coutume fait que les jeunes skiants avec le casque dès le plus jeune âge grandissent comme cela et on voit de moins en moins de skieurs sans casque, effectivement. Y compris chez les adultes. Y compris chez les adultes, bien sûr. Donc, ça va se mettre en place automatiquement. Il y avait un événement très malheureux qui s'était produit sur les pistes dans le Vercors en tout début d'année. Nous étions allés, non pas enquêter, mais aller faire le point sur le port du casque. Cette fois-ci, on était monté sur les pistes de Champs-Rousse avec Mathias Arez. Sur les pistes françaises, la lésion à la tête arrive en seconde position des diagnostics lors d'un accident de ski. Et pourtant, le port du casque n'est toujours pas obligatoire. Si dans les faits, le nombre de personnes en portant est en constante augmentation, c'est en partie grâce aux évolutions technologiques. La protection est bien meilleure, l'absorption sur tous les chocs. Parce que c'est pas le tout, on savait faire des casques qui étaient lourds, mais ce qu'il faut protéger d'un choc, c'est une chose, mais là maintenant on a des matériaux qui font des absorptions de choc. Donc c'est plus pareil, voilà. Donc on a une bien meilleure protection. Juste à la place du masque, tu vois, le masque il vient juste ici, tu laisses celui-là, voilà, là il est bien. Aujourd'hui, un casque pèse en moyenne 500 grammes et se compose de 3 parties. La calotte extérieure, la couche de protection interne et le confort visant à protéger du froid, de la neige et du vent. Le port du casque ne reste cependant pas une recette miracle. Un comportement inadapté sur les pistes est un facteur accidentogène majeur.
Lorsqu'on ralentit brutalement, en fait, le cerveau va continuer d'avancer quelque part dans la tête et va pouvoir heurter des structures à l'intérieur du crâne et créer aussi des lésions intracrâniennes. Donc le fait d'avoir un casque ne protège pas de toutes ces lésions liées à la cinétique. Donc c'est important de à la fois porter un casque, mais aussi d'être prudent et de respecter les règles habituelles sur les pistes de ski pour éviter de heurter à grande vitesse quelqu'un ou un objet. Lorsqu'on ne porte pas de casque, l'impact va être plus important en termes d'énergie cinétique au niveau de la tête parce que le casque va absorber une partie de l'énergie cinétique. Là, toute l'énergie cinétique va se transmettre directement à l'os et à l'intérieur du crâne au cerveau. Et donc, on va avoir des lésions potentiellement plus graves. Avec ou sans casque, une mauvaise chute peut causer des lésions cérébrales à la colonne, voire au cervical, pouvant entraîner jusqu'à la mort. En 2017, 62% des adultes portaient un casque, 85% des adolescents et 95% des enfants. Alors moi, je vais vous raconter ma vie. Je suis ni une enfant ni une adolescente, mais j'ai skié pour la première fois avec un casque la semaine dernière. Du coup, il ne m'a pas été imposé, il m'a été conseillé, oui ou non. C'est vrai que moi, j'ai toujours skié avec un bonnet ou rien du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment la règle. Alors, quelle que soit la pratique. Ce qui a évolué aussi, c'est que les loueurs le proposent à la location également, ce qui n'était pas le cas auparavant puisqu'il fallait acheter son matériel. C'est ça, non, c'est le loueur qui l'a proposé. Et là, l'évolution a été faite également grâce aux loueurs qui le proposent dans le package proposé aux clients, donc avec le matériel, que ce soit des skis, du snowboard, et avec le casque en location. Donc ça a aussi facilité la mise en place du casque. Georges, vous avez été victime d'un accident, d'une collision, et c'est le casque qui vous a sauvé la vie. Oui, c'était il y a 5 ans d'ailleurs. 5 ans pile poil. Je revenais de Munich, tiens, justement. Ah bah voilà. Et puis je vais faire du ski. Il n'y avait pas énormément de neige. Il y avait une résurgence de glace que je connaissais. Je m'étais fait piéger une semaine avant. Et puis je la contourne et en ce moment-là, j'entends un bruit abominable sur ma droite. Je regarde, là, j'ai dit, il faut vite que je tourne à droite. Et pas eu le temps, il m'a pris tangentiellement. Donc j'ai été bien démoli, le casque a cassé et j'ai eu un trauma crânien, perte de connaissance, colonne vertébrale touchée ainsi que le bassin, 5 côtes de fracture à la colonne. Et voilà, mais merci le casque. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous aviez si je n'ai pas le casque, c'est sûr et certain. C'est les autres, le danger vient des autres aussi. C'est surtout pas que, ça. mais oui. Il faut, c'est pas seulement, on peut tout analyser. Il y a des gens qui pensent sur les belles pistes qu'on leur offre, qui peuvent se permettre d'aller de se prendre pour Kili, par exemple, et puis ou pour Maudu. Bah alors. Et donc, ils n'en ont pas les capacités ni techniques ni intellectuelles. Et il arrive à un moment donné, ils sont complètement dépassés par la vitesse. Donc, il peut y avoir de graves accidents comme ça. Puis d'autres, ça peut être aussi collision, il y en a de plus en plus, malheureusement. Mais aussi, soi-même, la personne peut rentrer en contact avec un obstacle. Et puis peut-être aussi passer par toutes les barrières. Ça arrive. Alors, puisqu'on parlait de Munich, il y a une petite seconde, une des innovations, il s'appelle le Whoopie, c'est ça? Whoopie, ouais, c'est ça, le Whoopie LED. Junior pour Rossignol, là, qui a reçu un ISPO Award pour son innovation. Allez, on y va tout de suite à Munich. C'est un petit reportage Alice Dumas qui a demandé toutes les explications sur cette grande nouveauté. Voilà, donc là, je te présente le nouveau casque junior de Rossignol, qui est le Whoopie, un petit concentré de technologie. On a voulu vraiment accentuer la sécurité sur ce casque, avec tout d'abord un travail de fuite pour avoir un meilleur englobement de la tête de l'enfant, un produit très léger de par sa technologie, et avec une technologie que l'on a développée sur l'intégralité de la gamme, qui est la technologie Impact. Cette technologie permet d'absorber des impacts répétés, donc on a plus de sécurité, plus de durabilité dans le casque pour l'enfant. Et en plus, on a rajouté une petite LED qui permet d'avoir une visibilité par tout type de temps et ça rassure les parents. On a vraiment travaillé des finitions propres pour qu'il y ait un confort idéal pour l'enfant. Donc on peut voir tout ce qui est doublure avec des mousses thermoformées qui permettent une bonne finition, d'éviter d'avoir des points durs. Une bonne aération aussi, puisqu'on sait que l'enfant, quand il va faire du ski, il peut souffrir de la chaleur ou de transpiration. Donc on a la doublure intérieure qui permet d'évacuer la transpiration avec les ventilations extérieures. Et puis un deuxième point qui est important, c'est que notre technologie, on ne veut pas la cacher.
On est différent, on apporte de la protection multi-impact et du coup on a eu le parti pris de montrer cette technologie Impact à l'arrière du casque qui permet de comprendre plus facilement pourquoi on est différent. Voilà, donc notre petit Whoopie qui est décliné donc en version LED et puis on a des versions aussi plus standards sans LED avec différentes couleurs. On a aussi des versions avec un visor qui permet aux enfants qui ont des lunettes ou qui veulent une facilité d'usage d'éviter d'avoir un masque et de mettre le visor pour protéger leur petit. Non, le brouillard, il n'est pas qu'en Isère, sur nos pistes. Attention, il est un tout petit peu partout. Est-ce que le casque est obligatoire aujourd'hui dans les écoles de ski français, et notamment chez les piou-piou ? Non, il est fortement conseillé pour les enfants, effectivement, puisqu'on en parlait, l'affluence des gens sur les pistes, notamment en cette période de vacances scolaires, les pistes qui sont très bien préparées, lisses, avec plus de bosses, donc les gens, effectivement, prennent de la vitesse rapidement, on prend vite de la vitesse sur les pistes bien préparées, et effectivement, après, il faut contrôler, avoir une bonne technique. On peut dire également, c'est qu'il y a quand même 3 fois moins d'accidents lorsqu'on est accompagné de professionnels, notamment les moniteurs de ski, que lorsque les gens pratiquent par eux-mêmes. Alors, c'est vrai que les moniteurs eux-mêmes portent-ils des casques toujours ? Il y en a de plus en plus, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'eux aussi se protègent. Rarement. Rarement, hein. Ouais. Ça va venir. Encore très ça va venir. Parce qu'on voit autant au village Piou-Piou. Le danger est quand même assez limité, surtout quand ce sont les premiers pas de ces petits skieurs. Sympa, en tout cas, moi, ça n'existait pas à ma vieille époque, hein, les petits villages piou-piou. C'est bien ça pour apprendre. Hein. Oui, alors le concept des villages enfants existe depuis longtemps. Le concept du club piou-piou a 10 ans cette année. Vous n'êtes pas passé par là, Georges Mauduit. Hein. Non, mais je vais dire une chose. Je le dois à l'école de ski, hein, parce que c'est eux qui m'ont appris à skier dès le départ. Alors, club piou-piou, mais... c'est ça. On va vous revoir très rapidement avant de se quitter. Je voulais vraiment qu'on commente ensemble ces images de Portillo. C'était en 1966. On est en plein mondiaux. Ça, c'est vous, avec le bonnet. Pas avec le casque, mais avec le bonnet. Racontez-nous un petit peu cette légende de Portillo, 2 ans avant les JO de Grenoble. Vous avez été médaille d'argent. En géant. Oui, c'est des souvenirs assez extraordinaires. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y avait un tel esprit dans l'équipe, c'est qu'on n'était pas là pour enfiler des perles, on était là pour battre tout le monde. Et il y avait un esprit d'équipe extraordinaire. Quelles que soient les personnes qui occupaient le podium, ce qu'il fallait, c'est que ça soit avant tout tricolore. Et ça, c'était important pour nous. 3,19, 93 à 42, hein, les temps. Hein. C'était pas des manches de Mickey. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Vous n'avez pas changé, hein, n'empêche, c'est vrai, ça fait plaisir. En plus, en couleur. Hein, donc après, on a pu vous voir en couleur aussi sur les JO de Grenoble. Pas de médaille cette fois-ci. Je crois que vous aviez fait une 8e place au jeu. Exactement, oui. Là, on parlait du brouillard, justement. C'était la faute au brouillard. C'était pas mon allié. Puis il y avait Kili devant, et que voulez-vous ? C'est le principal. Hein. C'est dommage qu'il n'y en avait pas 2. Non, tout à fait. Parce que Guy passait juste à ras aussi. Oui, oui. Une belle épopée, comme on dit aussi. C'est vrai que vous aviez vraiment tout gagné à Portillo. On va en apprendre plus avec vous dans le bonus d'Esprit Montagne. Vous le savez, vous nous retrouvez sur Internet, sur télégrenoble.net pour aller voir la suite de cette émission. Merci encore à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. Laurent. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. L'extension d'Esprit Montagne. Extension, ça vous parle, hein, monsieur le moniteur de ski. On a fait exprès, c'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est la prolongation de notre émission Esprit Montagne, toujours avec vous, Éric Gravier, directeur technique du syndicat des moniteurs. On va justement en apprendre plus avec vous et avec un moniteur dans l'âme, mais aussi compétiteur et passionné de ski, Georges Mauduit, médaillé d'argent aux mondiaux de Portillo. 66, bien sûr. Bah oui, on peut le dire d'ailleurs, Laurent Davier, on en parlait tout à l'heure hors plateau. Vous avez 78 ans, comme on dit. Pourquoi vous le dites à la Suisse? je le dis parce que, d'abord, pour la petite histoire, j'ai été élevé en Suisse jusqu'à mon arrivée à Méribel le 4 juillet 47.
Voilà, donc c'était un petit peu un clin d'œil, puis ça se dit aussi, même pas très loin d'ici, le 78. Mais on nous regarde en Suisse en plus, donc il n'y a pas de problème. Donc 78 ans, vraiment bravo encore, et toujours aussi passionné, toujours sur les pistes, vraiment. Ça fait partie de vous, ça. Oui, si vous voulez, c'est faire du ski comme on le fait maintenant, dans les conditions dans lesquelles on les fait, les préparations et tout, et la neige extraordinaire. Quel plaisir! C'est vraiment fantastique. Bon, on va vous revoir à Portillo quand même, pour bien savoir d'où on part. On part sur une course longue, sur des skis longs, sur une équipe de France qui gagne tout, qui a la pression d'ailleurs 2 ans avant les Jeux. C'est vraiment une toute autre époque. Oui, c'était des manches de géants qui faisaient 1,50, donc on était sur des temps finaux qui étaient à 3,20 quand même, avec des skis de 2,12. Donc il faut imaginer tourner avec ça, sur des pistes qui étaient un petit peu moins bien préparées, mais qui étaient quand même, ça allait. Donc c'était vraiment, voilà, quand on est arrivé, je pense que on devait reprendre sa respiration avant de pouvoir parler aux journalistes. Alors, je ne sais pas si on peut les revoir, donc ces images de Portillo, où, comme vous disiez, Honoré Bonnet, vous avez dit, de toute façon, il faut tout gagner. C'est comme ça qu'il le disait ? Oui, il n'y avait pas le choix. Vous savez, c'était, je vais pas dire que c'était le régime militaire, mais c'était presque ça. Donc, il avait monté deux équipes qui étaient en fait 2 commandos. Il y avait 16 garçons d'un côté, 14 filles, et pas des moindres. Donc, et puis, il faut dire aussi, c'est que si les filles gagnaient, il n'était pas question que nous, on ne gagne pas derrière. Donc, il y avait une émulation, il y avait un truc fantastique. Et elle gagnait, en plus. Donc, elle gagnait, tout le monde gagnait. Elle gagnait beaucoup. Oui. Mais là, vous n'aviez pas la première place cette fois-ci. Pas cette fois. Bon, on se contentait, on le disait, un très très bon temps, du coup. 3,19,93, Ah, absolument. Comment est-ce que vous voyez, alors encore une fois, on vous voit skier ici avec un bonnet, donc, et non pas avec un casque, ça allait très très vite, c'était une équipe de France qui gagnait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vu cette évolution du haut niveau, essentiellement, avec peut-être des skieurs de plus en plus spécialistes? On rappelle Kili a remporté le spécial, le géant et la descente. Aujourd'hui, on ne peut plus voir ça, on ne pourrait le voir de nouveau? On le verra plus. On le verra plus. Ça sera difficile. L'homme à tout faire, ou la fille à tout faire, ça va être assez difficile. Encore pas chez les filles. Chez les filles avec Chiffrine, mais chez les hommes, ça va être compliqué. C'est plus compliqué. Ça veut dire que les filles savent faire plus de choses? Non, ça veut dire qu'il y a une densité chez les hommes dans chaque discipline qui est énorme et qui fait que pour aller de la descente au slalom, il faut vraiment être un extraterrestre, quoi. Je crois qu'il faut aussi dire une chose, c'est que c'est plus le même sport. Il est difficile de comparer notre période à nous de maintenant. Nous, on avait 10 nations en face de nous. Enfin, avec nous, il y avait 10 nations, pour être précis. Et maintenant, il y a 24 nations qui sont structurées. Il y a 6 cellules individuelles. Je crois que c'est à peu près les chiffres. Donc, c'est plus du tout le même sport. Les préparations, nous, on avait déjà des préparations assez extraordinaires, bien arrosées. C'était un peu comme là-dessus. Mais aujourd'hui, les préparations sont complètement différentes. Les tracés ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses. Le matériel, quand on voit qu'en slalom, on en est à des skis de 1,60 m ou 66, c'est pas du tout pareil que quand on avait 2,03 au pied. En géant, c'est pareil. Tout a évolué, c'est difficile de comparer. Comparer les épaules. Je crois qu'il faut... Vous voulez que je vous dise vraiment? Oui. Moi, je tire mon chapeau aux jeunes de maintenant, et à notre équipe en particulier, parce qu'ils tirent très bien leur épingle du jeu. C'est très, très serré. Puis je rajouterais aussi quelque chose, c'est un peu d'émotion, c'est que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu il y a 1 an, la disparition de David a été quelque chose qui a été ressenti par nous de façon intense. Mais quand on est dans une équipe et qu'on perd un coéquipier dans ces circonstances-là, nous, on a été confrontés à ça avec Michel Boson. Et je peux vous dire une chose, c'est que repartir après, c'est assez dur. C'est assez dur, et je dis... Bravo les descendeurs, bravo même tout le monde. Je dirais que toute la famille du ski
toutes les disciplines a été touchée. Je me souviendrai toujours d'une interview de réaction de Martin Fourcade à ce sujet-là. Et j'ai dit, c'est vraiment l'esprit d'équipe de France, des équipes de France, qui jaillit. Et je crois que ça, chapeau. Georges, justement, vous êtes président des Amis du ski français. En quoi consiste cette association ? L'association des Amis de l'équipe de France a été créée en 1955. C'est une vieille dame, comme on dit. Et pour venir en aide aux coureurs, en cas de blessure, et puis aussi éventuellement pour reprendre des études ou finir des études. Et puis lorsque Michel Vion est devenu le président de la fédération, il m'a proposé de m'en occuper. Et donc j'ai accepté. Et puis... D'abord parce que Michel, c'est quelqu'un à qui il est difficile de refuser quoi que ce soit. Oui, pareil. Et puis également, j'ai soif d'apprendre. Et je savais qu'à son contact, j'allais apprendre de nouvelles choses. Parce que y a beaucoup de choses à mettre en place. Le sport ski est le sport le plus accidentogène avec la moto. Mais il est beaucoup plus traumatogène parce que ça dure beaucoup plus de temps entre le moment où on a l'accident et le moment où on peut enfin revenir à notre passion. Et pendant ce temps-là, il faut quand même entretenir les choses. Et puis, il y a des fois où c'est terminé et il faut reprendre des études. Et puis aujourd'hui, on l'a vu souvent, reprendre des études en ce moment, c'est très très cher. Et donc, on vient souvent aider les filles et les garçons qui en ont besoin pour passer un master, pour pouvoir avoir une reconversion confortable après les heures de gloire qu'ils ont eues ou une fois que les feux de la rampe se sont éteints. Eric, on est au cœur des championnats du monde de ski à Auray. Souvent, le premier dossard qu'on met, c'est en participant à une épreuve de l'ESF. Pour une flèche, un chamois, une étoile. Oui, bien sûr, les écoles du ski français, c'est pas seulement pour démarrer le ski, comme on a pu le voir sur les images avec les clubs Piu-Piu, mais c'est aussi les accompagner jusqu'au plus haut niveau. Et effectivement, les stages compétitions, on démarre avec les flèches, les chamois, les fusées qu'on peut organiser dans les différentes ESF tout au long de l'hiver, et notamment pendant les vacances scolaires, où pour ces jeunes citadins, l'école de ski, c'est leur club. Et puis, on leur met le pied à l'étrier sur la compétition, et le ski de compétition en particulier. Et puis, quelquefois, certains rejoignent des clubs de la Fédération française de ski et continuent leur carrière au sein des équipes de France. Et ça, c'est très bien. Justement, quel est le programme de ces différentes épreuves qui se déroulent souvent au mois de mars, avril ? Alors, on en a plusieurs, effectivement. Donc, les plus importantes, donc l'Étoile d'Or, qui concerne les enfants de moins de 10 ans, moins de 12 ans et moins de 14 ans, qui sera donc aux Ors du 15 au 17 mars cette année. Et on continuera avec le Coq d'Or, le 25e Coq d'Or à l'Alpe d'Huez, où là, on confronte à la fois les enfants des écoles du ski français, donc nos jeunes citadins qui viennent pendant les vacances scolaires, issus justement de cette épreuve de l'Étoile d'Or, et puis à tous ceux qui participent aux flèches et aux chamois, confrontés aux jeunes des ski clubs, des stations, donc une belle épreuve, donc le 25e Coq d'Or à l'Alpe d'Huez, qui sera du 27 au 30 mars cette année. Et puis une autre épreuve qui est le pendant de l'Étoile d'Or, qui est le ski d'or. Donc là, pour les jeunes qui sont un peu plus grands, des minimes jusqu'aux seniors, et même pour les parents de ces jeunes. Donc là, l'épreuve aura lieu au mois d'avril, début avril, le premier week-end d'avril, à Morzine. Et en nordique, vous avez quelque chose ? En nordique, on a une compétition qui s'appelle le Nordic Skier Cross, effectivement, qui aura lieu donc là le 23 mars au Contamine. Et puis en freestyle, le kit contest qui a lieu aussi à Courchevel 1650. Donc là, ce sera également le 23 mars pour des épreuves freestyle, à l'instar de ce qu'on fait un petit peu avec l'Étoile d'Or et le ski d'or, mais là sur les épreuves de plutôt freestyle. Et le bouquet final, c'est le challenge des moniteurs, la dernière compétition officielle qui aura lieu à Valseny. Du 15 au 20 à Valseny. Donc là, c'est l'épreuve festive de fin de saison où on se retrouve tous les moniteurs ESF. Avec les médaillés des mondiaux qui seront là pour ouvrir les épreuves. Avec les champions des équipes de France de ski qui nous font l'honneur de venir ouvrir ces compétitions. Et c'est la fête du ski français. Donc ce sera à Valseny en fin d'hiver. Les médaillés de tous les mondiaux ? Oui, en général. Martin Fourcade y vient. Les freestylers peuvent y faire un tour. Non, c'est vraiment la grande famille
familles oui. du ski qui se C'est réunissent. la fête. Voilà. C'est ça. Et- Moi, je vous ai... Oui, pardon. On essaiera d'y être aussi bien sûr qu'on y sera. en faisant une émission délocalisée à Valseny. Allez, C'est l'idée pour chiche. clôturer la saison avec Esprit Montagne. Mais on s'y met aussi, nous. Voilà, tout le Ouais, monde. bonjour, attention le massacre. Je vous ai vu participer à une compétition de ski encore. Regardez, c'était l'année dernière. Vous vous souvenez de cet événement où on a rallumé la flamme des Jeux Olympiques de Grenoble? Vous étiez à cet endroit-là. Alors c'est Jean-Claude l'épreuve des légendes. qui l'a rallumé, cette flamme. Vous n'étiez pas bien loin. C'est un beau souvenir, ça a une année tout juste. C'était pour célébrer les 50 ans des Jeux. Regardez, on vous voit ici avec Marielle, Guachel, et puis c'était intergénérationnel avec Florence Masnada. Voilà, avec le casque. Ah oui, tout à fait. Toujours. Tout à fait, toujours avec le casque. Voilà. Alors, on n'a pas la course en elle-même. Cela dit, ça fait plaisir aussi de se mesurer un peu à tout le monde, aux jeunes comme ça, mais dans une ambiance où il y a vraiment rien, il y a vraiment rien à montrer, rien à prouver. Non, mais je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que la belle vie qu'on a eue, la belle vie en général et la vie qu'on a maintenant, c'est le ski qui nous l'a donné, et toute occasion où il peut nous être donné, et qui peut nous être donné de le rendre, il faut le faire. C'est impératif. Déjà le rendre, puis vous êtes un témoin aussi, c'est important aussi d'avoir du vécu, d'avoir la mémoire et de la transmettre. On va essayer. Voilà. On va essayer. En tout cas, C'est les résultats sont là. Hein. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que vous avez fait sur ce plateau ici, avec brio. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Un dernier mot, Laurent? Non, tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, ouais, absolument. Et puis, on ira quand même enquêter. On ira vous voir à Miribel quand même. Il faudra aller voir. Il faudra aller voir ça. Merci encore Avec beaucoup, plaisir. messieurs, d'avoir été là. Et très, très belle saison à vous.